Bonjour, je m'appelle Cheryl Larivière et bienvenue à l'émission sur la faille de Cadillac, une série de balados-diffusion du Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue, présentée par la mine Kina de Westdome, qui vous invite à parcourir l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue autrement. Non seulement comme une région de villes et de paysages, mais comme un territoire façonné en profondeur par la géologie, par les mines et par les gens qui s'y sont installés. La faille de Cadillac, c'est une immense cicatrice dans la croûte terrestre, vieille de plus de 2 milliards d'années. C'est elle qui explique la présence de l'or, du cuivre et de nombreux métaux qui ont attiré prospecteurs, compagnies minières, travailleurs et familles de notre région. Dans cette série, on va suivre cette faille et surtout ce qui s'est bâti par-dessus. La route 117 devient notre fil conducteur, une route qui relie les villes minières, qui suit les découvertes et qui raconte à sa manière l'histoire du développement de toute une région. Pour nous guider dans ce parcours, je serai accompagnée de Maxime Bolduc, coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets au musée, mais également doctorant en études culturelles à l'Université de Sherbrooke. Dans ce premier épisode, on va prendre le temps de poser les bases. Comprendre ce que c'est la faille de Cadillac, pourquoi l'Abitibi se développe relativement tard et comment les mines, les lois, les routes et les crises économiques ont façonné le territoire qu'on connaît aujourd'hui. Donc Maxime, ce qui fascine avec la faille de Cadillac, c'est qu'on a souvent tendance à la voir uniquement comme un phénomène géologique alors qu'en réalité, elle structure l'histoire du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, Cheryl, c'est ce qui est intéressant avec la faille de Cadillac. C'est qu'on a souvent tendance à raconter l'histoire de l'Abitibi, à partir de l'histoire des villes, en quel moment elles ont été fondées. Alors qu'en réalité, tout ça commence bien avant, et même beaucoup plus bas, directement sous nos pieds. Donc quand on parle de la faille, on parle d'un phénomène qui est là depuis des milliards d'années, alors que les villes, elles ont à peine un siècle. Autrement dit, si on veut comprendre l'histoire de la région, on ne peut pas commencer par la surface. En effet, il faut commencer par la faille. La faille, elle traverse le territoire d'est en ouest sur plus de 160 km, donc de Louiscourt jusqu'à Kirkland Lake. Puis je crois, Cheryl, qu'avec le mot faille, c'est important de préciser de quoi on parle exactement. Parce qu'on pourrait presque s'imaginer quelque chose comme le Grand Canyon, mais en réalité, le phénomène, il s'observe plus aujourd'hui à l'œil nu. En effet, à moins d'être un géologue, on ne peut pas en voir les traces là, facilement. Donc la faille, on ne la voit pas, mais pourtant, elle est bien là. En réalité, la faille elle s'est formée il y a près de 2,5 milliards d'années. À ce moment-là, le bouclier canadien, donc le sol ici dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il est en formation et il va se fracturer. Cette fracture-là, elle va permettre au magma de remonter vers la surface. Puis en se refroidissant, ce magma-là va se solidifier, ce qui fait qu'on ne voit plus nécessairement la distinction entre la faille et le type de sol qui est directement à côté. Mais ce magma-là, quand il a remonté, il avait de fortes concentrations de métaux, de l'or, du cuivre, de l'argent, du nickel, du zinc. Donc c'est une concentration qui était plus forte, mais aussi distincte de ce qu'on retrouve un petit peu plus au nord ou au sud de la faille, donc directement à côté. J'ajouterais que la faille, c'est pas juste une cassure, c'est un mécanisme qui a littéralement créé les conditions nécessaires à l'exploitation minière dans la région. Et ça, c'est fondamental parce que des millions d'années plus tard, quand les prospecteurs arrivent en Abitibi, ce qu'ils suivent sans le savoir directement au départ, c'est justement cette zone-là, là, c'est la bande géologique où les métaux sont concentrés, donc la faille de Cadillac. Donc c'est pour ça que les mines vont se développer en chapelet, là, si on veut, tout au long de la faille. Donc des endroits comme Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Malartic, ces villes-là, elles sont pas là par hasard. Elles sont directement liées à la structure géologique qu'on trouve sous nos pieds. Puis une fois que ces gisements-là sont identifiés, puis que les camps de miniers s'installent, que les populations commencent à se fixer, là, une autre réalité embarque, celle du territoire, parce que ces endroits-là sont extrêmement isolés au départ. Il n'y a pas de route ou très peu, on se déplace par train, par bateau, parfois même à pied. Donc rapidement, il devient essentiel de relier tout ça, donc de créer des liens pour pouvoir transporter du matériel, du minerai, mais aussi les travailleurs puis leurs familles, évidemment. Donc c'est là que la route 117, elle entre en jeu. Donc aujourd'hui, on dit souvent que la faille de Cadillac, elle suit la route 117. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'une fois que les gisements sont identifiés,
identifié à cet endroit-là, puis que les camps miniers s'installent, puis que les villes commencent à prendre forme, il faut bien trouver un moyen de circuler sur le territoire, mais aussi de le relier au reste du Québec. Ça met vraiment bien la table. On aura la chance de pouvoir justement là, bien détailler dans les épisodes. Et ce besoin, en fait, de la route 117 à l'Abitibi-Témiscamingue, au grand centre, va donner naissance à un projet presque aussi vieux que la région elle-même sur la route 117. Oui, parce que pendant longtemps, l'Abitibi-Témiscamingue est essentiellement enclavée. Donc, il faut comprendre qu'au début du 20e siècle, il n'existe pas encore de route continue qui relie directement la région au grand centre du Québec. Les gens circulent par chemin de fer, par bateau, mais pour ce qui est des routes, il faut absolument à l'époque passer par l'Ontario. Donc, c'est ce qui pose un problème de développement économique pour la province du Québec. Donc, construire la route qui relie aujourd'hui Mont-Laurier et Lovicourt, c'est pas juste une question technique, c'est une dimension stratégique pour le Québec? Exact, Cheryl. Ce qu'il faut voir, c'est que la route 117, elle sort pas là, de nulle part. Elle s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus large, en fait, qui est un projet du gouvernement québécois de l'époque. Celui-ci commence au début du 20e siècle à structurer un réseau routier à l'échelle de la province. Donc, en 1912, on crée le ministère de la Voirie. Et à partir de là, l'État commence à organiser les routes de façon plus systématique. Donc, on met en place tout un réseau. C'est là qu'on va commencer à numéroter les axes routiers. Donc, les numéros d'autoroute, les numéros de route, ça vient du début du 20e siècle. Puis surtout, l'objectif, c'est de relier les grandes villes du Québec entre elles. Mais là, dans le cas de l'Abitibi, il y a un enjeu quand même supplémentaire. Au départ, l'idée, c'était pas nécessairement de desservir les villes minières. Je vous le rappelle, on va en parler abondamment dans notre série, mais à ce moment-là, les villes minières, elles sont encore en développement. Là. C'est encore le tout début, au début des années 1910-1920. On est plus dans la colonisation à ce moment-là. Là. Pas tout à fait. Donc, la colonisation, elle se passe en ce moment-là, en fait, beaucoup plus au nord. Donc, on est vraiment dans un corridor Amos-Lassar avec le chemin de fer. Tout ce qui est le corridor un peu plus sud, si on veut, donc de Val-d'Or-Rouen, celui-là, il est encore à ses débuts. Même Amos-Lassar, c'est encore à ses débuts à ce moment-là, mais Val-d'Or et Rouen, on y pense encore à peine. Là, on sait qu'il y a des gisements à cet endroit-là, mais on n'est pas encore rendu à vraiment parler de ville en tant que telle. Donc, même que l'industrie minière, elle est encore très peu développée. Donc, c'est pas nécessairement une priorité pour les mines de créer des routes à ce moment-là. En tout cas, pour l'économie du Québec. Donc, en fait, au départ, l'idée, c'est plutôt de desservir l'industrie forestière, puis de faciliter aussi donc, la colonisation qui se passe un peu plus au nord, donc Amos-Lassar. Donc, on va vouloir relier Mont-Laurier, non pas à Val-d'Or, comme on pourrait le penser, mais Mont-Laurier et Sainte-Terre. Parce que, bon, Sainte-Terre, à ce moment-là, c'est un centre forestier qui est important. Puis, Sainte-Terre est déjà relié par une route locale avec Amos, qui est, à ce moment-là, la grande ville de la colonisation de l'Abitibi. Donc, la route 117, elle va commencer à se construire, si on veut, par segments. Tranquillement, à mesure que le territoire de l'Abitibi va se développer. Donc, quand on va avoir un besoin de relier différents petits camps miniers ou petits cantons miniers ensemble. C'est pas un projet qui se fait tout d'un coup. On va ouvrir donc par tronçon, on va les améliorer, puis on va relier tout ça entre eux au fil du temps. Ce qui va vraiment accélérer les choses, bien évidemment, c'est le développement minier qui va se passer davantage vers la fin des années 20 puis le début des années 30. C'est à partir de là qu'il y a beaucoup d'activités minières en Abitibi-Témiscamingue. Là, vraiment, il y a une ruée vers l'or. Et à ce moment-là, l'activité minière de l'Abitibi, elle doit se tourner malheureusement vers l'Ontario. C'est par là qu'il y a beaucoup d'équipements qui vont transiter, la main-d'œuvre aussi, et les capitaux, donc les investisseurs, viennent beaucoup du côté anglophone. Et comme on l'a mentionné, il y a une route donc, qui relie déjà à ce moment-là le Témiscamingue et l'Ontario. Donc, la construction de la route, elle prend une nouvelle importance. C'est pas seulement un projet de colonisation ou pour la foresterie, ça devient aussi un outil, en fait, pour affirmer un contrôle économique sur notre territoire. Il y a même une autre dimension à ça qui s'ajoute. Donc, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, à cette époque, voit la route 117 comme une opportunité de mettre en valeur le territoire. On commence à imaginer la route pas seulement comme un axe de transport, donc transport de population ou transport de matériel, mais aussi comme une porte d'entrée vers la nature, la chasse, la pêche, donc pour créer une destination en soi.
D'autant plus que, bon, pour se rendre en Abitibi à partir de Mont-Laurier, on le sait, on doit traverser donc une grande étendue de forêt. Donc, on veut pouvoir mettre en valeur ce terrain-là, qui est aujourd'hui donc la réserve faunique de la Vérandrie. Mais traverser cette grande étendue-là de nature, qui est la réserve faunique, c'est un chantier qui est extrêmement complexe. Donc, il faut composer avec des forêts denses, des lacs, des rivières, un relief qui est difficile, puis des conditions climatiques aussi qui sont très exigeantes. On connaît un peu encore le parc de la Vérandrie dans cet angle-là, mais différemment avec le temps et l'évolution. On comprend aussi, Maxime, que le terrain, ce chantier-là, devait être colossal. Oui, tout à fait, là. Sans aucun doute. Quand on regarde concrètement le chantier, là, on réalise à quel point c'était un exploit, Cheryl, de réussir à faire cette route-là. Donc, par exemple, la machinerie lourde, elle devait être transportée sur des traîneaux spécialement conçus pour ça, donc surtout en hiver. Par traîneau, quand même. Oui, parce que c'est le seul moment, en fait, où le sol est assez stable pour supporter le poids de la machinerie. On parle d'équipements qui peuvent peser jusqu'à des dizaines de tonnes. Ensuite, pour traverser les rivières, il n'y a pas encore de pont. On doit donc construire des ponts de glace l'hiver pour passer. Dans certains cas, il faut atteler plusieurs tracteurs ensemble pour être capable de déplacer une seule pièce d'équipement. C'est un chantier qui va mobiliser des centaines de travailleurs, mais aussi des quantités impressionnantes de ressources. Des milliers de gallons d'essence, des tonnes de matériel. Ça va prendre de la dynamite aussi pour ouvrir des passages directement à travers le roc. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui comme une route relativement normale, à l'époque, c'est un projet qui est colossal, qui demande une logistique énorme puis une adaptation constante au territoire. Et malgré tout ça, c'est un projet qui avance relativement vite. Donc la route 117, le tronçon vraiment qui traverse la réserve faunique La Vérandrie, il va être inauguré en 1939. Ce qui marque vraiment un moment important. Ça va être la première fois que l'Abitibi-Témiscamingue est reliée par voie routière directement au reste du Québec sans passer par une autre province. Donc, à la fin des années 1930, on a enfin une route qui relie l'Abitibi au Grand Centre. Mais c'est intéressant, c'est le potentiel minier de la région qui est connu depuis longtemps. Alors, pourquoi faut-il attendre aussi tard pour voir un véritable développement minier? Est-ce que ça tient seulement à l'isolement de la région ou il y a quelque chose de plus large sur l'histoire minière? En fait, c'est une question qui dépasse largement le simple cas de l'Abitibi-Témiscamingue. En réalité, il faut comprendre que l'industrie minière au Québec, si on veut, se développe relativement tard. Ça dépend de plusieurs raisons historiques. Là, si on recule, en fait, il faut comprendre que pendant le régime français, donc pendant l'époque de la Nouvelle-France, l'exploitation minière, ça, c'est presque inexistant. Pourquoi? C'est parce que la colonie, elle est surtout organisée autour du commerce des fourrures. Puis à cette époque-là, la métropole française garde le contrôle sur la transformation des métaux. Tu me permettras, Cheryl, une petite parenthèse sur l'histoire du livre. Donc, pour donner un exemple supplémentaire, l'histoire du livre qui est une de mes spécialités de recherche. Donc, quand on veut penser à la France coloniale de cette époque-là, c'est certain qu'il faut penser que la France, elle est dans une logique où on veut prioriser la métropole et non pas les colonies. Donc, prioriser l'économie du pays mère là, plutôt que des colonies. Ce qui fait que, par exemple, on va limiter grandement l'installation d'industries sur place, de tout type d'industrie, donc pas seulement minier. Par exemple, en histoire du livre, on note que pendant l'époque de la Nouvelle-France, il n'y a pas d'imprimerie au Québec. Il n'y a pas de presse en Nouvelle-France pour l'impression de journaux, l'impression de livres. Parce que ce qu'on veut, c'est que les colons qui sont installés en Nouvelle-France, ils commandent directement chez des livreurs à Paris puis qu'ils fassent livrer ça par bateau. C'est ça qui fait runner l'économie de la France. Là. Pourquoi qu'on ferait perdre des ventes à nos compatriotes français? Donc, c'est ça qui est important à comprendre. C'est toujours dans cette logique-là. Donc, ça va être la même logique pour ce qui est de l'industrie minière. Donc, on ne voit pas l'intérêt de développer des forges et tout ça sur le terrain de la Nouvelle-France. Il n'y a pas énormément d'extraction non plus qui se fait pour centraliser ça en France. C'est pas du tout dans leur ordre de priorité. Oui, il y a une première tentative qui se fait au 18e siècle avec la forge du Saint-Maurice. Ça, c'est tout près de Trois-Rivières. C'est un moment important parce que c'est quand même la première fois au Québec où on va exploiter puis transformer du minerai de façon structurée. Mais même là, ça reste limité. On se lance vraiment pas dans une industrie à grande échelle là, d'exploitation des minéraux.
C'est vraiment après la conquête, donc après, une fois qu'on est dans le régime britannique, que là, les conditions vont s'améliorer, donc les pratiques vont s'améliorer dans l'industrie minière, mais ça va rester tout de même assez lent comme développement. On reste dans une logique assez embryonnaire de l'industrie minière. Il y a beaucoup de découvertes qui se font à cette époque-là. Il y a par exemple le cas de la mine Wright à la fin du 19e siècle, qui montre vraiment un potentiel réel pour des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. Mais c'est des projets qui restent difficiles à exploiter, notamment à cause de l'isolement puis le manque d'infrastructures. Ça, c'est le nerf de la guerre, là. À cette époque-là, l'Abitibi n'est pas au 19e siècle et pas du tout colonisée. Il y a des gens qui habitent le territoire, dont les Premières Nations, mais les infrastructures ne sont pas mises en place, chemin de fer et tout ça, pour permettre de se dire, bon, mais on ouvre une mine et ça va être rentable. Donc même si on commence déjà à découvrir qu'il y a un potentiel minier, on est encore loin de pouvoir l'exploiter. Donc, pour vraiment voir un véritable développement minier, il faut attendre presque la toute fin du 19e siècle avec la loi des mines pour que finalement, au 20e siècle, il y ait quelque chose qui puisse vraiment se passer et se développer. Bref, le développement de l'industrie minière au Québec, il se trouve à être plutôt lent, embryonnaire, en tout cas jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsqu'on va voir arriver la loi des mines, puis ça va vraiment être à partir du 20e siècle, donc que là, il y a un changement de paradigme qui va se mettre en place. Quand tu parles de changement de paradigme, qu'est-ce que ça change concrètement sur le territoire? En fait, c'est la loi des mines de 1880 qui essentiellement redéfinir complètement la question de la propriété du sous-sol. Puis c'est ça qui va changer complètement le jeu. Avant cette loi-là, dans la plupart des cas, le propriétaire d'un terrain possède aussi ce qu'il y a en dessous. Donc, si tu es un colon, un agriculteur, tu es propriétaire d'une terre, les ressources minérales t'appartiennent aussi, à quelques exceptions près. Mais avec la loi de 1880, on vient établir un nouveau principe. Donc, pour les nouveaux territoires, le sous-sol va appartenir désormais à l'État, donc à la couronne. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un s'installe sur une terre, qu'il la défriche, qu'il l'habite, ça veut pas dire... En fait, il ne possède pas nécessairement les ressources qui se trouvent en dessous. Ces ressources-là peuvent être concédées à l'État. En fait, elles appartiennent à l'État, puis c'est l'État qui peut concéder ces ressources-là aux compagnies minières. Ça change vraiment la donne. On se retrouve à avoir une gestion totalement différente. Oui, donc cette loi-là, en fait, elle va être même précisée en 1884, où on veut vraiment renforcer cette logique-là de séparation entre la propriété de surface puis la propriété de sous-sol. Donc, quand on accorde une terre à quelqu'un, un terrain, ce qu'on lui accorde, c'est la propriété de surface et la propriété de sous-sol. Elle demeure la propriété de l'État et l'État va redistribuer en claims miniers à différentes entreprises qui vont pouvoir en exploiter les ressources. Donc, on crée deux réalités parallèles. Donc, des gens qui occupent le territoire en surface puis des compagnies minières qui peuvent exploiter des ressources en profondeur. Et dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, ça devient un peu déterminant parce que la colonisation commence, donc, comme on le disait, début 20e siècle, et c'est un moment où ce cadre légal-là, où on fait la distinction entre propriété de surface et propriété de sous-sol, va déjà être établi, va déjà être en place. Donc, les colons arrivent sur un territoire où, dès le départ, le sous-sol ne leur appartient pas. Ça facilite énormément l'implantation des compagnies minières parce que l'État peut accorder les droits d'exploitation miniers sans avoir à négocier individuellement avec chaque propriétaire. Donc, à la fin du 19e siècle, le Québec se dote d'un cadre minier clair, où le sous-sol appartient à la couronne pour le nouveau territoire. Mais à ce moment-là, Maxime, l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas vraiment intégrée à la province. Exactement. Puis c'est là que l'histoire devient intéressante ou peut-être compliquée, ça dépend du point de vue. En réalité, il faut comprendre, le territoire d'Abitibi-Témiscamingue, lui, il est habité depuis des millénaires, notamment par les Premières Nations. On peut penser aux Anishinabés qui occupent, utilisent, connaissent aussi le territoire bien avant l'arrivée des Européens. À l'époque coloniale, donc sous les régimes français, anglais, grosso modo, le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, il appartient à ce qu'on appelle les terres de Rupert, qui sont à ce moment-là sous le contrôle de la compagnie de la baie d'Hudson. Donc pendant longtemps, l'Abitibi-Témiscamingue, ce n'est ni le Québec, ni l'Ontario. C'est un espace qui est administré donc, pour le commerce des fourrures. En 1869, la compagnie va céder ces territoires-là au gouvernement canadien. Donc ça revient dans les mains de l'État. Et là commence une grande période de négociation parce que le Québec et l'Ontario ont tous les deux un intérêt pour cette région.
C'est des discussions qui vont durer plusieurs années, là, et c'est seulement en 1898 que le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue devient officiellement rattaché au Québec. Mais même après ça, ça reste un territoire qui est très peu occupé du point de vue colonial. Ce qui va vraiment lancer la structuration de la région, c'est le début du 20e siècle avec deux éléments majeurs. D'une part, il y a l'implication du clergé. Bon, le clergé était quand même déjà impliqué dès le départ, mais là, vraiment, il va, lui, encourager la colonisation, retour à la terre. Et surtout, c'est l'arrivée du chemin de fer, donc à Amos puis La Sarre, qui va vraiment... Ça change la donne. Ça change la donne. Le train, permet d'ouvrir le territoire, ça va amener des colons, du matériel, ça va permettre de rendre possible une occupation qui est plus permanente. C'est à partir de ce moment-là que les villes comme Amos, La Sarre vont vraiment prendre leur envol. Donc, avant même de parler de mines, on est déjà sur un territoire qui est en train de se construire, mais qui reste encore, peut-être fragile, dispersé. On est encore au début de quelque chose. Puis c'est un territoire qui est très dépendant, donc, d'infrastructures comme le chemin de fer. Clairement, puis apporter positif à ce moment-là de ce que je comprends dans le développement. Si je reviens un peu au début des années 20, le territoire commence à se structurer, la population augmente justement suite à ça, les infrastructures s'améliorent, du moins du côté d'Amos. Mais du côté minier, l'axe de la faille de Cadillac, est-ce qu'on commence à mettre en place les villes qu'on connaît aujourd'hui? Donc, c'est ça, pas vraiment. À ce moment-là, on est encore, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans une phase très préliminaire. Il y a des découvertes importantes qui se font, notamment dans le canton de Rouyn. Tout ça, ça révèle à ce moment-là le potentiel minier presque hors du commun de toute la zone de la faille de Cadillac. On commence à identifier des gisements majeurs, ça va susciter beaucoup d'intérêt pour les investisseurs, mais concrètement, entre découvrir un gisement puis bâtir une ville, il y a tout un monde, là. À cette époque-là, là, on est dans une logique de prospection. Donc, ce sont des prospecteurs, donc des gens souvent seuls ou sinon en petits groupes, qui parcourent le territoire, parfois dans des conditions rudimentaires, pour tenter de localiser les filons qui peuvent être prometteurs. On parle vraiment là, du pic, la pioche, le classique qu'on a dans l'imaginaire du prospecteur qui marque encore aujourd'hui. Là. Oui, on est encore à cette époque-là dans cette image-là du prospecteur. C'est certain que c'est pas les techniques d'exploration qu'on connaît aujourd'hui avec les foreuses et tout ça. Donc, on est dans une autre logique. Mais ces gens-là, ils vont essayer de chercher les gisements qui pourraient être potentiellement intéressants pour des mines. Eux ne vont pas exploiter des mines, mais vont essayer de trouver pour les mines quels gisements ces compagnies-là pourraient venir exploiter. Puis les prospecteurs, eux, ils construisent pas de villes, là. Ils installent des camps temporaires. On est nomade sur le territoire, on essaie de l'explorer au maximum. Donc, il n'y a pas d'infrastructure durable à ce moment-là. On est très loin des centres urbains qu'on connaît. Quand on trouve des gisements qui peuvent avoir du potentiel, parfois les gens s'installent. Les compagnies commencent à mettre certaines infrastructures en place pour essayer d'évaluer, encore une fois, la portée du gisement. Mais ça reste encore très rudimentaire, là. On est encore dans une vision d'exploration, de lieux temporaires à court, moyen terme, question de répondre à un certain besoin à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, on est encore dans plein de points un peu instables, dispersés sur le territoire, qui dépendent des découvertes qui sont en cours. Pendant ce temps-là, c'est surtout Amos, La Sarre qui sont le cœur de la région. Parce que, le chemin de fer, lui, passe par là. Il y a des infrastructures pour se déplacer. Il faut être quand même courageux pour se promener en pleine forêt, là, abitibienne, sans route et repères, là. Donc ça, c'est encore un moment plus difficile pour la mise en place des différentes villes. Il faut comprendre, la faille, elle est connue, elle est explorée, on le sait qu'il y a du potentiel, mais elle n'est pas encore habitée là, au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. Il y a plusieurs embûches, en fait, en cours de chemin dans l'histoire. On comprend qu'à cette époque-là aussi, le crash boursier de 1929 frappe toute l'Amérique du Nord d'une importante crise financière. On pourrait penser que ça ralentit le développement de l'Abitibi. Est-ce que c'est le cas aussi? Pas vraiment. C'est ça qui est fascinant, je pense. Mais en fait, la crise de 1929, oui, elle fragilise plusieurs secteurs de l'économie, mais en Abitibi, elle va produire un effet qui peut sembler, contre-intuitif. En fait, d'un côté, les gouvernements cherchent des solutions pour faire face au chômage massif dans les grandes villes comme Montréal, comme Québec. Puis une des réponses, c'est de relancer des programmes de colonisation. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place les plans Gordon entre 1932 et 1934, où on va envoyer des familles en Abitibi pour désengorger les centres urbains.
Ensuite, on va enchaîner avec le plan Vautrin entre 1934 et 1936, où on va encore davantage structurer la colonisation en offrant du soutien financier puis en ciblant les familles agricoles là, pour les envoyer en Abitibi. Donc, on veut augmenter la masse de population dans la région à ce moment-là. C'est comme une solution. Oui, c'est ça. Ben, l'objectif est peut-être pas clairement d'augmenter la population de l'Abitibi. L'objectif est surtout de donner de quoi à faire et de quoi se nourrir à des familles de travailleurs qui, parfois étaient dans des manufactures ou dans des usines montréalaises. Puis à un moment où l'économie est en forte chute, où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent mis à pied, le gouvernement cherche des solutions. Donc, on leur dit, va défricher des terres en Abitibi, puis plante des légumes et tu pourras subvenir aux besoins de ta famille. On vous donne une terre, allez peupler. C'est ça. Donc, ça va un peu paradoxalement contribuer à augmenter la population de la région parce que, il y a beaucoup de gens qui se déplacent à ce moment-là en Abitibi. Mais pendant la crise économique, il y a aussi un autre phénomène qui joue un rôle clé, c'est l'or. Donc, dans un contexte d'instabilité économique, l'or devient une valeur refuge. Donc, les investisseurs se tournent vers ça parce que c'est perçu comme une valeur plus stable que les autres actifs. Et ça va changer complètement la donne. Donc, des gisements qui, quelques années plus tôt, n'étaient pas nécessairement rentables à exploiter, vont devenir soudainement très rentables. Ça devient une priorité de les exploiter pour pouvoir aller chercher les profits. Donc, le prix de l'or augmente, les investisseurs vont suivre, ça va déclencher ce qu'on appelle un peu le rush de la fête à Cadillac ou la ruée vers l'or. Donc, en très peu de temps, on va passer d'un territoire, donc comme je décrivais, en exploration, à un territoire qui est en pleine effervescence minière. Avec la fameuse, là, justement, ruée vers l'or, là, qui, intéresse plus d'un prospecteur à ce moment-là. Donc, la crise qui a à la fois plus de population sur le territoire et rend l'exploration aurifère plus rentable, c'est pas paradoxal d'une crise économique qui stabilise le prix de l'or? Oui, ça peut sembler paradoxal à première vue, là, mais c'est justement parce que l'or, c'est pas une ressource qui est comme les autres. C'est pas seulement un métal qu'on utilise dans des objets ou dans l'industrie. C'est aussi une valeur refuge. Donc, en période d'incertitude économique, les investisseurs se tournent vers l'or pour protéger leur richesse. Donc, dans les années 1930, il y a un élément clé qui va venir accentuer ce phénomène-là. C'est le Gold Reserve Act. Tu pardonneras mon anglais. C'est une loi donc, de 1934 aux États-Unis qui va obliger notamment les citoyens américains à céder leur or à l'État américain, ce qui permet au gouvernement de contrôler directement le marché et d'augmenter le prix officiel de l'or qui va passer, à ce moment-là, environ 20$ l'once à 35$ l'once. Donc, du jour au lendemain, exploiter un gisement devient beaucoup plus rentable. On est presque au double du prix. Et ça va avoir des effets directs jusqu'en Abitibi. Donc, les projets miniers deviennent tout d'un coup viables, les investissements arrivent. Puis ça accélère le développement des mines dans toute la région. Donc, par la suite, il y a d'autres mécanismes internationaux qui vont continuer d'influencer le prix de l'or. Il y a les accords de Bretton Woods qui vont stabiliser sa valeur pendant plusieurs années. On va l'indexer, en fait, à la valeur du dollar américain. Puis, à partir des années 1970, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec la fin des accords de Bretton Woods, on entre dans un marché en fait qui est plus libre où le prix de l'or fluctue selon l'offre et la demande à l'échelle mondiale. Donc, on voit que même si l'Abitibi peut sembler éloigné, isolé du reste du monde à ce moment-là, son développement minier est directement lié à des décisions économiques prises ailleurs, même souvent très loin. J'en comprends que ce qui était à la base de l'exploration devient beaucoup plus. Là, on veut avancer les projets vu la situation économique. Autrement dit, l'économie mondiale aussi influence directement tout ce qui est vie en Abitibi, là. Oui, tout à fait, Cheryl. On a souvent l'impression que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un territoire qui est éloigné, isolé. Mais en réalité, depuis les années 1930, son développement est lié aux grandes décisions économiques mondiales. La faille de Cadillac, elle est immobile, elle traverse le territoire depuis des milliards d'années. Mais ce qu'on construit par-dessus, donc les mines, les villes, les routes, tout ça dépend d'un monde beaucoup plus vaste. Le dialogue entre le sol et le monde qu'on va continuer d'explorer ville après ville le long de la route 117. Merci Maxime, à la prochaine.
Vous venez d'entendre Sur la faille de Cadillac, une série produite par le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Cette émission en balado-diffusion est présentée par Westdome Minkina avec le soutien de CEMAC Tyson, d'Eldorado Gold Québec, du projet minier Novador de Fresnillo PLC, de Ressources Cartier, Ressources Falco, de la mine Westwood Diam Gold, de Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, de Mendigold Massey, député d'Abitibi Bay James Nunavik EU et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Cet épisode est rendu possible grâce au travail de recherche et de rédaction exécuté par Félix Lemieux, assistant de recherche au musée et candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, et réalisé par Maxime Bolduc, coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets au musée, également doctorant en études culturelles à l'Université de Sherbrooke. La musique est une réalisation de Jérémy Tessier du studio Cohérence.